Bonjour, merci d'avoir choisi la radio Futur Média. Il est 10h10 partout au Sénégal. Nous sommes donc à la RFM pour vous présenter l'émission de 50 minutes de débat, d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio, droit d'aînesse oblige, bien sûr, El Hadj Momar Samb, un homme politique qu'on ne présente plus au Sénégal, leader du RTAS, membre de Benno Bokk Yakaar. Bonjour. Bonjour, monsieur Leba. Et en face de vous, Amadou Carter Diop, il est expert en informatique, président de la coalition UNIEP, membre du directoire de la coalition Idrissa Seck 2024. Bonjour. Bonjour, Aliou. Alors, le premier thème de nos échanges, si vous êtes d'accord, le remaniement ministériel intervenu ce week-end avec l'arrivée de Maître Sidiki Kaba à la primature, un gouvernement resserré de 34 ministres, 34 membres, on dira, 7 départs, 3 entrées. Pour résumer très rapidement, au ministère de l'Intérieur pour organiser l'élection, l'inspecteur général d'État Mohamedou Makhtar Cissé. Retour aussi aux affaires de M. Mankor Ndiaye, ministre des Affaires étrangères. Je l'ai dit, 7 départs, dont vous-même, monsieur, vous-même, El Hadj Momar Samb. Alors, très rapidement, une réaction après cette défenestration? Bonjour, monsieur Ba. Bonjour, monsieur Diop, avec qui je partage cette antenne. Bonjour. Et bonjour aussi à vos auditeurs. Vous avez été surpris par votre départ? On est toujours surpris parce qu'on est surpris à l'entrée comme on est surpris à la sortie. Pourquoi? Vous êtes, je rappelle, vous étiez ministre auprès du ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. Tout à fait. Donc on est surpris à l'entrée comme on est surpris à la sortie. L'entrée dans un gouvernement, c'est par une porte ouverte, mais qui ne se referme pas. Ça signifie que vous êtes susceptible de sortir à tout moment. Et ça, c'est une disposition d'esprit que nous avons, nous, et qui nous pense, et qui me semble être celle qui doit être celle de tout, appelée à un gouvernement. Donc, sur ce sujet, ce que je voulais dire simplement, si vous le permettez, c'est en réalité, nous sommes dans une alliance avec le président de la République au sein de Benno Bokk Yakaar depuis 2012. Il faut dire que cette alliance elle-même était précédée d'une autre alliance, d'une autre nature, qui n'était pas une alliance gouvernementale, ni de régime au pouvoir, mais d'une alliance politique au sein de Benno Siggil Sénégal originel, depuis 2009. Donc notre compagnonnage ne date pas d'hier et ne date pas du moment où nous sommes parvenus au pouvoir. Et cette alliance-là s'est poursuivie 12 ans durant après les autres années que nous avons passées ensemble dans l'opposition. Et je dois dire que moi, j'ai un sentiment de gratitude à l'endroit du président de la République de m'avoir accordé sa confiance pour être auprès de lui et travailler dans un département qui me semble être un département essentiel, fondamental, celui des droits humains et de la bonne gouvernance. Yorinu réew bu sell buy jariñ askan wi. Et pourquoi? Parce que le président d'abord m'avait nommé au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Il m'a permis de travailler des années durant sur 2 mandatures, autour de questions essentielles de l'éducation et de la jeunesse, également de l'emploi et du travail. C'est un honneur pour moi. Le deuxième acte qu'il a posé, il m'a nommé au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales et membre du bureau de cette institution jusqu'à mon départ pour le gouvernement. Et je dois dire que c'est un honneur parce que quand le président à qui la population dans sa majorité confie sa destinée, place sa confiance entre ses mains, qu'il prend une partie de cette confiance pour vous la confier, je crois que c'est un honneur. Et on n'a pas de gratitude, de mot de gratitude plus, je veux dire, pour retentissant que celui de dire simplement, moi je remercie le président de la République de m'avoir fait confiance. Alors, El Hadj Momar Samb, permettez-moi peut-être de vous relancer, dans le décryptage que la presse sénégalaise réserve à cet événement, pour dire le moins important sur la route de la présidentielle. L'on signale le limogeage de tous les ministres estampillés pro Amadou Ba. Mais ma question,
je la centre un peu sur la gauche sénégalaise avec le départ presque de tout le monde. Hein. Dernier en date, vous-même, et Samba Sy du PID, c'est le dernier encore à figurer, on dirait, dans le gouvernement. Il se dit qu'il aurait payé pour son franc-parler, sa sortie publique lors de l'ouverture du dialogue à Diamniadio. Je rappelle qu'il avait affiché son opposition à la loi d'amnistie et il avait réitéré qu'il militait pour la poursuite du calendrier républicain. Alors, avec le recul, le départ de toute cette gauche du gouvernement de Macky Sall, une personne à ses côtés. Oui, c'est une lecture qu'on peut avoir, mais elle serait restreinte et restrictive si on ne voit pas tous les départs. Parce que de ces départs, il y a également celui du ministre de l'Éducation, il y a celui du ministre des Affaires étrangères, il y a celui Ismaël Madior Fall, Cheikh Oumar pour l'éducation, il y a celui du ministère de la Femme, il y a celui du ministère de l'Économie et de la Coopération, du plan de la coopération. Alors que dire de ça? Donc, signifier de manière restrictive et partielle ce départ comme étant l'expression d'un désaveu politique ou d'une inimitié politique me semble trop forcé. Je pense qu'il faut rester simplement dans la lecture républicaine qu'on doit avoir et objective. Il y a eu du départ et moi je le conçois comme, vous savez, nous sommes presque une sorte d'armée, des soldats au service de la République. Et quand le général vous convie à occuper tel poste dans le travail qu'il y a à faire, on l'occupe sans rechigner. Je peux même dire sans murmurer, alors que ce n'est pas exactement ça. Et quand il nous met à une autre posture, on estime que dans son dispositif, par rapport à la situation, c'est là où il veut que vous soyez. Vous savez, l'intérêt fondamental dans tout cela, c'est travailler pour l'intérêt des populations, travailler pour la République. Et un homme d'État doit s'élever à ce niveau, au-delà de sa personne. Parce qu'on peut avoir des regrets en termes de dire, oui, j'avais un programme, j'avais des ambitions, je voulais dérouter, j'ai pas eu le temps. Bref, le temps du ministre et du département, c'est le temps du ministre. Mais le temps de la République est un temps géré par le président de la République. En même temps que la gauche sénégalaise, toutes celles qui avaient contribué à l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, prennent la décision, peut-être que lui, Macky Sall, prenne la décision de s'en séparer. C'est un signal. Pour vous, parce que nous restons dans Benno Bokk Yakaar, nous sommes dans le dispositif aujourd'hui même de la campagne, nous sommes dans le directoire, nous allons tout à l'heure nous réunir. Je pense que rien fondamentalement n'a changé. Vous savez, quand on n'a pas dans sa vision politique des questions de personnes ou des questions même d'appartenance politique partisane, ce qu'on met de l'avant, c'est autre chose. Et c'est ça qui est plus important. Et c'est pourquoi nous avons accepté jusqu'ici d'être dans cette coalition pour la République, pour la démocratie, pour la paix et la stabilité. Et nous sommes prêts, et c'est bien sûr, c'est un sacrifice que nous faisons par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos personnes, par rapport à peut-être d'autres idéologies et nos visions. Parce que notre idéologie et nos visions peut-être appellent autre chose, appellent d'autres démarches peut-être, appellent d'autres pratiques et d'autres, comment dirais-je, options. Mais quand on est dans une situation historique donnée, nous avons un objectif, les enjeux et les défis qui se posent à la République et à la nation sont tels qu'il nous faut effectivement comprendre, à partir de ces enjeux, ces problèmes de dispositif de l'armée, des soldats, comment gagner la guerre. Voilà comment il faut le comprendre. Comment gagner la guerre, on verra bien. Alors, du côté de Idrissa Seck, c'est le silence complet. Hein. Je dirais, pour vous titiller un peu, vous qui êtes de la coalition IDI 2024, très rapidement, dites-nous, M. Diop, qu'est-ce qui fonde ce comportement, en tout cas de votre leader, qu'on n'entend plus depuis quelque temps? Bonjour Alimou, bonjour cher El Hadj Momar Samb. C'est vraiment un plaisir de partager un plateau avec vous. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble de vos auditeurs, des militants donc de la coalition IDI 2024 et aussi de la coalition UNIEP. Permettez-moi aussi de présenter mes condoléances à la Oumma islamique lors du
rappeler à Dieu de Sidi Kunta, un grand ami au président Idrissa Seck, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille au paradis, Inch'Allah. Alors, vous m'avez posé une question très pertinente, à savoir, où est-ce qu'était Idrissa pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? La réponse sera très simple. Il travaillait. Il travaillait dur, parce qu'il savait très bien l'importance et l'enjeu qu'il attendait durant ces élections 2024, qui sont en train de se dérouler. Donc, je peux dire que la phase la plus cruciale est déjà amorcée depuis la validation donc de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons nos propres stratégies que nous n'allons pas dérouler tout de suite. Est-ce qu'il est allé enregistrer à la RTS pour son passage à la télévision nationale? Parce Oui. qu'il s'est dit qu'il a bouté, il a dit de remettre ce qu'il avait enregistré il y a juste après un mois. Oui, parce qu'en fait, il y avait 4 à 5 candidats qui avaient eu la chance d'avoir déjà fait leur enregistrement au niveau donc de la RTS. Donc il s'est dit que ce ne sera pas pertinent de faire cette répétition, d'autant plus que donc les enregistrements sont déjà disponibles au niveau donc de la RTS et n'étaient pas encore diffusés. Alors par la suite, donc ça a été décidé de manière conviviale au sein donc du directoire qu'il n'y ait pas lieu d'aller refaire l'enregistrement et de répéter encore les mêmes propos qui étaient déjà faits. Vous pensez que c'est pertinent? On n'est pas dans un autre contexte là. On n'est plus dans le contexte du 3 février. On est aujourd'hui le 10 mars, on dira. En contexte mars, beaucoup de choses sont passées. Vous savez, ça ne risque pas de faire au sujet là. Comprenez bien, Alimou, que le président Idrissa Seck est un visionnaire. Son discours qu'il a tenu, moi j'étais là, j'étais dans la salle lorsqu'il faisait son enregistrement à la RTS. Le discours qu'il avait tenu est un discours flexible et qui s'adapte dans le temps. Le discours qu'il avait tenu et son speech sera un speech innovateur et vous allez voir qu'il n'y a, quel que soit le contexte qui puisse se présenter, c'est un discours qui va s'adapter facilement. Parce que déjà, c'est un discours rassembleur qui faisait appel à l'union des cœurs, à la réconciliation nationale, mais également à cet esprit de dépassement pour pouvoir clore ce chapitre ténébreux des différents affrontements et même des périodes sombres où le Sénégal a failli basculer donc dans l'incertitude. Et voilà, donc on peut dire que notre candidat a eu à tenir le bon discours qu'il faut et qui a été bien rédigé par son équipe. On l'entend pas beaucoup, c'est pour cela que j'aimerais savoir un peu ce que vous pensez de toute cette actualité débordante. On a vu tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, du côté du Palais de la République. C'est le silence complet, en tout cas au sein de votre parti. Comment vous analysez toutes ces dernières actualités? Alors, Alimou, je vous dirais deux choses. La première chose, comprenez que Idrissa Seck est un homme d'État. Ça veut dire quoi? Et le premier devoir d'un homme d'État, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'esprit du secret professionnel. Il faut savoir garder le silence au moment où il faut et parler au moment où il faut. Il a eu à faire les étapes qu'il faut pour franchir cette sélection au niveau donc je dirais même cette sélection parce que c'est après étude minutieuse des différents dossiers que le président Idrissa Seck a été validé effectivement parce qu'il a tout complété, même s'il est passé au second tour, il a été validé. Donc là c'est ok. Ensuite, il y a eu donc cette histoire de loi et comment dirais-je encore, cette proposition de loi qui a été faite au niveau de l'Assemblée nationale et le président qui entre-temps avait pris un décret pour surseoir donc à la convocation donc du collège électoral. Il était là, il suivait, mais il n'avait pas tous les éléments pour faire une sortie. Alors, entre-temps, vous avez vu, s'il avait fait une sortie pour prendre une position qui ne serait pas aujourd'hui la meilleure, il allait revenir encore sur ses paroles et ce serait du wah-wahet. On n'en est pas à ce contexte. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui est donc de la communication du président Idrissa Seck, qu'il définit par lui-même, parce que c'est lui le capitaine du vaisseau, il a pris cette posture républicaine, à savoir parler l'essentiel, dire l'essentiel au moment qu'il faut, et c'est à travers cela qu'il aimerait au moins partager cela dans sa vision, à travers le pacte et même son programme. On l'a convié au dialogue à Diamniadio il y a juste quelques jours. Donc on dit qu'il a posé un lapin au chef de l'État, au président Macky Sall, pour savoir donner sa parole. Je ne dirais pas le mot lapin. Je dirais tout simplement, comme je vous l'avais dit, il a eu une posture républicaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il ne s'est rien passé. Allez-vous. Avant tout d'abord, il ne s'est rien passé. Le président de la République a
considéré qu'il fallait appeler toutes les forces vives de la nation autour d'une table. Il avait marqué son accord. Pour discuter des enjeux de l'heure, à savoir la tenue des élections et ce qui s'était passé. Alors, si le président, parce que le président, excusez-moi Alimou, il est entouré d'experts, il est entouré de conseillers, il est entouré de constitutionnalistes, il est entouré des plus éminents mémoires grises de ce pays. Alors, le président savait très bien ce qu'il allait faire et comment il allait faire. Il sait très bien que la gestion d'un État, c'est de l'anticipation, c'est de la proactivité, mais aussi c'est de la perspective. Il savait très bien que vu les enjeux de l'heure qu'il y avait entre la période donc du 1er janvier au 20 janvier, on allait certainement vers cela. Alors, certainement oui, on peut dire que donc la publication des listes du Conseil constitutionnel l'a un peu surpris, raison pour laquelle peut-être pour donc anticiper un tout petit peu sur ce qui allait se dérouler lors des élections, il a, comme un bon jour, à la veille donc du démarrage des élections, de prendre un décret pour surseoir à tout cela. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé en est que le président de la République avait vu que ce qu'il y avait de plus important, c'était de surseoir cette procédure électorale le temps que tout le monde s'assoit et en discute. Mais non, c'est ce qu'il voulait aller discuter, ils sont partis discuter. Mais lui, le président Idrissa Seck, il avait dit clairement, après son enregistrement à la RTS, nous sommes en train de vivre une situation inquiétante. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de discuter d'abord avant que la crise s'amorce, ou bien attendre que d'abord que la crise s'amorce pour discuter. Et là, nous sommes à une phase où la alors crise... pourquoi elle n'est pas allée dialoguer? Pourquoi elle n'est pas allée discuter? Très bien. Alors maintenant, alors lui... c'est lui qui avait même donné le mot d'ordre. Oui, mais lui, ce qu'il avait dit comme mot d'ordre, c'est que c'est lui qui doit piloter le dialogue, ne sera pas le président actuel, ce sera le prochain président élu. C'est la raison pour laquelle il n'est pas parti à ce dialogue. Après avoir donné son accord? Non, il n'a pas donné son accord. Le président Idrissa Seck n'a pas donné son accord. Il n'a pas donné son accord. Lorsqu'il a reçu son carton d'invitation? Non, le président Idrissa Seck n'a pas reçu son carton. Il n'a pas retiré son carton d'invitation. Ça, ce sont les médias qui sont en train de dire ça. Et puis, même 2 jours avant, les médias avaient dit que le président Idrissa Seck était d'accord pour aller rejoindre le président Macky Sall lors du dialogue. Et à la surprise générale, ils ont vu que ce n'était pas le cas. Alors, El Hadj Momar Samba, comment comprenez-vous le départ de certains proches d'Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yakaar, du nouveau gouvernement? Si je vous pose la question, c'est parce que, on le sait, la fonction ministérielle est une fonction éminemment politique. Elle donne de l'allant, de l'entrain, du prestige, un peu de moyens aussi. Est-ce que cette décision du chef de l'État, cette dernière décision, est de nature à aider véritablement votre candidat? Je suppose que soyons logiques et cohérents, partons de l'idée première et de l'engagement qui n'est pas premier, mais de l'engagement continu du président de la République Macky Sall d'investir Amadou Ba comme le candidat de Benno. Après un long processus de concertation, de consultation, auquel nous avons nous-mêmes participé en tant que force de gauche et en tant que leader, et qui a abouti, sur la base de critères et sur la base de profils, au choix de Amadou Ba, acté par tout le monde. Les composantes même de la CDS, les composantes de Benno Bokk Yakaar, la plupart ont tenu des congrès ou en tout cas des instances pour investir Amadou Ba. L'APR en a fait de même, Benno en a fait de même. Et depuis, il est resté dans cette dynamique. Alors, quand on dit qu'on a limogé des gens, des ministres qui étaient proches d'Amadou Ba, ça me pose de problème. J'ai un problème de compréhension, de cohérence. D'autant qu'il l'a libéré même de ses fonctions de Premier ministre. On pourrait parler de limogeage. Certains parlent même de limogeage, de sanctions, etc. Mais ce qu'il a dit est très clair. Libérer Amadou Ba, le candidat, pour qu'il puisse s'investir exclusivement dans cette campagne-là. Mais en même temps, on a vu classique de ceux qui étaient pour mais je crois que ça, c'est derrière nous. Carrément à ses côtés. Je crois que ça, c'est derrière nous, ces questions. Regardez, côté d'Amadou Ba. Quelle est la cohérence? Aujourd'hui, on est le 10 vous dites, nous allons vers des élections le 24, la campagne a débuté. Quelle est la cohérence
dans ce laps de temps de 12 jours, etc., de changer de candidat. Il n'y a plus de place pour ça. Quelle que soit la tactique qui pourrait porter cela, elle n'est plus de saison. Et c'est absurde à l'heure actuelle où nous nous trouvons. C'est de ce point de vue que je me dis que j'ai pas de lecture politique en termes de dire, voilà, il y a des gens qui étaient avec Amadou Ba, qui ont été limogés, d'autres qui n'étaient pas d'accord, qui sont restés. Mais combien y en a-t-il dans le gouvernement, dans sa globalité, qui se sont engagés autour de la candidature de Amadou Ba et qui ont même tenu meeting, qui ont tenu des activités? Je pense qu'il faut peut-être avoir une autre lecture. Moi, je pense que, et certains, bon, je ne peux pas m'avancer trop sur la question de qu'est-ce qui est dans la tête du président, il faut peut-être l'interviewer. Je pense que, moi, ce que je comprends simplement, je l'ai dit tantôt par rapport à moi-même, que nous sommes une équipe, une grande équipe, une armée, et le général de cette armée met le dispositif qu'il pense être le meilleur pour gagner la guerre. Pourquoi qu'il y a toujours ce sentiment que vous ne mouillez pas suffisamment le maillot pour votre leader? Qui a dit ça? Ah mais ça se dit et ça se... Qui ne mouille pas son maillot? Vous, de Benno Bokk Yakaar, vous ne votez pas suffisamment. Comment? Quel est le critère? Vous ne vendez pas votre candidat. Quel est le critère à partir duquel on peut décider l'instrument de mesure? En tout cas, il y a cette perception au sein de l'opinion. Si vous me permettez, l'opinion, c'est vous? C'est votre perception? Vous avez fait une enquête, un sondage? Quel est l'instrument de mesure qui nous permet de dire, ah, ils ne mouillent pas leur maillot? Mais vous savez mieux que moi, la perception est beaucoup plus importante même que la réalité elle-même. Justement, mais vous êtes journaliste. Vous, ce qui doit vous importer, c'est la réalité, les faits. Au contraire, il faut même combattre les perceptions, parce qu'elles sont une perception subjective d'une réalité objective et de faits. Partons des faits. Ça aussi, ça se fait, ça se voit en politique. Partons un peu des faits. La perception, elle est importante en politique. Oui, mais je veux bien. Spéculons sur la perception, on n'en sortira pas. C'est une donnée subjective. Mais parlons de la réalité des faits. Nous sommes dernièrement, nous avons organisé s'il vous plaît, nous avons organisé dernièrement à Yoff un grand panel pendant 6 heures de temps, même plus, avec les acteurs de la pêche, avec 2 ministres qui ont été ministres de la pêche, et avec le premier ministre, le candidat, avec des acteurs de la pêche qui sont sur toute la côte et qui sont venus poser très clairement leurs préoccupations après avoir remercié le gouvernement, le chef de l'État, de tout ce qui a été fait en termes d'équipement, de subvention des pirogues, de subvention des gilets, de construction de quais de pêche, 11 pendant 5 ans, etc., etc. Ils ont salué ça, ils ont remercié. Mais ils ont dit, ils ont besoin d'autre chose. Il y a des difficultés à tel niveau par rapport au quai de pêche, ou par rapport aux gilets, ou par rapport aux moteurs. Le Premier ministre, après les avoir écoutés, a eu un discours d'acceptation, d'abord des remerciements, d'acceptation des doléances et des difficultés, mais il a mis même la barre plus haut. Et vous avez tout dit sur les infrastructures, l'équipement, mais vous avez oublié quoi? L'homme, le pêcheur. Et il a fait une proposition concrète, l'assurance pour les pêcheurs, la retraite pour les pêcheurs. C'est innovant. Non seulement c'est innovant, mais c'est là où l'on voit que le programme même du candidat met l'accent sur l'homme, la ressource, le capital humain. On peut avoir tous les moteurs que l'on veut, tous les quais, toutes les infrastructures, tous les gilets qu'on veut, mais quand l'homme risque sa vie pour nourrir sa famille, et que par malheur, il disparaisse en mer, qui va subvenir aux besoins de sa famille? L'assurance. Quand ce pêcheur-là parvient à avoir 65 ans, n'a plus toutes les capacités physiques d'aller en mer, qui va subvenir aux besoins de sa famille? La retraite. Et c'est des questions fondamentales qui parlent à l'homme et qui fait que ce jour-là, les acteurs de la pêche qui étaient là ont mis un pacte avec le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, autour de ces questions, qui sont des questions de vécu humain, d'hommes et de femmes qui se nourrissent des activités de la pêche. Mais qu'est-ce qui crée cette division au sein de Benno Bokk Yakaar, au sein de la majorité? Qu'est-ce qui fait que beaucoup ne soutiennent pas Amadou Ba, effectivement?
Mais comment vous qui êtes vous qui êtes non, mais, au sein de Benno. Écoutez, on le sait. Vous avez toujours appelé à l'unité. Oui, mais nous savons. Je vous ai entendu. Vous pouvez poser la question. Vous pouvez poser la question autrement. Dans Benno, combien de candidats sont sortis de Benno pour promouvoir leur propre candidature? Il y en a beaucoup. N'est-ce pas? Il y en a au moins 3 ou 4. Interrogeons ça. Ce qui est à la base, c'est quoi? C'est l'homme. L'ambition de l'homme. Et c'est ça qui est, je disais, le propre de notre difficulté majeure au niveau de Benno, et peut-être même au niveau de toutes les formations politiques. Quand l'ambition de l'homme dévore l'ambition collective, on se retrouve dans ces situations-là. On se dit, c'est absurde, on ne peut pas comprendre cela, mais nous sommes engagés en politique de manière, j'allais dire, différente, avec des parcours différents, avec des idéologies différentes. Certains sont venus en politique à partir de leur propre carrière et d'un dessein de carrière sur l'avenir. D'autres ont des projets peut-être de groupe ou en tout cas de communauté. Certains ont des projets qui dépassent cela. Avec le recul. Et ça, la confrontation de ces ambitions et ces projets donne cet éclatement, quelquefois cet émiettement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Avec le recul, Elhadji Momar Samb, n'avez-vous pas le sentiment que peut-être Macky Sall n'a pas préparé des candidats? Avec le recul, est-ce que c'est cela qui a créé cette situation où vraiment vous avez du mal à avoir un candidat qui s'impose? Est-ce que c'est cela? Actuellement, nous avons un candidat quand même. Oui, c'est fini. Le débat est clos. Est-ce que le débat est clos. La question n'est pas là? Le débat est clos. Mais rappelez-vous bien ce que le président avait dit. S'il avait déclaré au départ, depuis 2019 ou 2020, que serait devenue la République, au vu du choc, des chocs d'ambition personnelle. Beaucoup seraient partis. Non, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que serait devenu? Vous imaginez à l'heure où nous sommes que ce choc d'ambition personnelle grippe quelque part et pose des problèmes de lecture. Nous serions dans autre chose. Je pense qu'il a eu au moins l'intelligence, on doit le reconnaître a posteriori, de différer l'annonce d'un candidat. Pourquoi? Pour l'intérêt de la République, je dis bien. Et là, vous voyez là, la stature de l'homme. Ce qu'il met en avant, ce n'est pas les intérêts de son parti, les intérêts de son Benno, ou les intérêts de sa coterie, ou etc. Mais met en avant la République, son fonctionnement. Mais rappelez-vous, pendant 12 ans, Macky Sall était sourd de toutes les dénonciations, de toutes les injures, de toutes les caractérisations les plus absurdes, les plus folles, les plus hystériques pour construire ce pays. Mais Alimou, on est parti de d'où? 2012 jusqu'à maintenant, on est où? Fondamentalement, je crois qu'il y a là quelque chose de magnifique que tout citoyen, sans parti pris, doit pouvoir reconnaître que nous sommes partis, je caricature, de 0 à 100. Mais là, on vous dit, à la fin, il est en train de sortir par la petite porte avec le report du scrutin. Non, là, vous parlez d'autre chose. Mettez la balance entre ce qu'il a fait pour les populations, pour la République, la stabilité et la paix, la sécurité par rapport à une sous-région en feu. Avec le djihadisme, avec les coups d'État, nous sommes parvenus à une stabilité fondamentale. Même s'il y a des remous ou des turbulences. Oui, turbulences, comme tout vol, hein, comme tout parcours. Il n'y a pas de parcours humain qui ne soit traversé de crise. Il n'y en a pas. Absolument pas. Il faut le comprendre comme ça, et moi je pense que même cette crise a quelque chose de salvateur. C'est une crise qui permet de comprendre que nous avons une démocratie robuste. Parce que les institutions, nous avons des institutions fortes qui ont arrêté le président de la République. Voilà, c'est ça la démocratie. C'est justement ce jeu ou ce dialogue des institutions, des pouvoirs. Tel pouvoir a la latitude, le droit de faire ceci, cela, mais un autre pouvoir peut l'arrêter. Le pouvoir du président de la République a été arrêté par le Conseil constitutionnel. Très bien. Et il a acté ça. Mesure de grandeur et de républicanisme ardent.
Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Alors donc, c'est la DER pour Idrissa Seck. Il a tout essayé. J'imagine que ce sera la 5e fois, c'est ça, qu'il va encore essayer. Cette fois, qu'est-ce que vous mettez sur la table pour tenter de conquérir la République? Alors, Alimou, le président Idrissa Seck a évoqué la réconciliation des Sénégalais. Et par cette réconciliation, lui-même, il a posé le premier acte en se réconciliant avec les Sénégalais, avec le projet qu'il a mis en exergue, c'est-à-dire le pacte. À travers ce pacte, dont la paix, l'autorité, le travail, la compétence et la compassion, y compris aussi l'espoir, à travers donc ce projet, le président Idrissa Seck va renouer avec les Sénégalais dans un projet ambitieux, mais surtout aussi très prospère. Le président Idrissa Seck a compris les enjeux de l'heure, à savoir que d'abord, pour qu'on puisse parler de développement, pour qu'on puisse parler de cohabitation, pour qu'on puisse parler de réconciliation nationale, il faut d'abord la paix. La paix, c'est un élément crucial pour pouvoir bâtir l'essor de développement d'un État. Après la paix, il va falloir que l'on puisse restaurer l'État, refonder la République en tant que telle, refonder l'autorité de l'État. L'autorité de l'État s'est affaissée. Tout à fait. L'autorité de l'État... le président Macky Sall. Je dirais oui. C'est vraiment dommage, mais on peut dire oui. Quelle est la part d'Idrissa Seck dans ça? Parce que c'était un de ses alliés. L'exemple le plus patent en est aujourd'hui le nouveau gouvernement qu'il a mis en place. Si toutefois les gens disent que, voilà, il y a certains ministres ou bien certaines personnalités réfractaires qui n'étaient pas d'accord avec ces prises de décision lors du dialogue, et voilà, il les a sanctionnés, ça montre que donc l'autorité de l'État s'est affaissée. Et le président le président Idrissa Seck a très tôt compris cela, pour se dire que pour qu'on puisse parler d'État, il faut qu'il y ait un chef qui soit à la hauteur, un chef qui sera incontestable, un chef qui saura donner les ordres qu'il faut, les instructions qu'il faut, aussi bien aux armées, au commandement de la gendarmerie. Seck a été aux côtés de Macky Sall, ils ont travaillé ensemble, il a occupé une institution de la République. Oui, tout à fait, Alimou. Je viens sur ça, c'est un élément très important. Laissez-moi finir juste cette vision du président Idrissa Seck qui se veut réconciliant avec les Sénégalais. Donc j'ai déjà parlé donc de la paix qui est cruciale, indispensable. Ensuite j'ai parlé donc de l'autorité. Maintenant il faut de la compassion. Et même dans le cadre de cette autorité, il ne s'agit pas seulement de l'autorité étatique, mais aussi de l'autorité religieuse. Parce qu'aussi, suñu kilifa diine, faut que ñu delloo leen seen ak ak seen yelloo yi ñu moom. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'autorité étatique qui s'est affaissée, mais aussi l'autorité religieuse. Ndaxte bu fekkente ne kilifa diine, sa gox gi nga dëkk, dans ta propre zone, tu donnes des instructions, on les bafouille, alors là, ça pose problème. Et donc, dans le cadre de la restauration donc de cette autorité, dans une démocratie aussi, la restauration, l'autorité ne peut s'exercer dans la force, ça s'exerce dans la compassion, d'où le 3e C. Et maintenant... la force, c'est-à-dire que Macky Sall aurait utilisé la force... Bon, je ne dirais pas qu'il aurait utilisé la force, mais vous savez très bien... L'exemple le plus patent en est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de ministres qui ont été changés, ce soit le Moud Mahmoud. Donc ça, c'est déjà la force. Donc si on n'est pas avec lui, on est contre lui. Et quand on est contre lui, donc on cède la place. Et ce nouveau gouvernement l'a montré. Donc, après la compassion, nous allons parler de travail. Le président Idrissa Seck mise énormément sur les compétences. Et qui dit compétences parle surtout de ressources humaines, de capital humain sénégalais. Les compétences locales qui sont ici au Sénégal. Et déjà, l'exemple le plus patent, c'est notre directeur de campagne, M. Mohamedou Madana Kane, qui était l'ancien directeur général de la Banque islamique du Sénégal, qui est actuellement notre directeur de campagne et qui est un potentiel ressource assez bien faite, même pour le Sénégal et qui s'en réjouit. Et depuis que vous êtes allé aux côtés de Macky Sall, vous avez libéré de la place. Finalement, il y a eu cette dualité on dirait même cette dualité qui continue à exister encore entre ex-Pastef et Benno Bokk Yakaar. Vous le voyez, vous le percevez. Est-ce que vous n'avez pas mis un peu sur les marches? Oui, c'est la raison pour laquelle, après le thé du pacte, il y a l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que il y a un problème. Il n'y a même pas un problème. Il y a des problèmes. Et le véritable problème en est que on n'a pas pu résoudre le problème des Sénégalais durant les 12 ans. Le vrai problème des Sénégalais, en fait, c'était pas de s'asseoir, de se déplacer, d'avoir des infrastructures grandioses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est ce que je vous dis. Vous savez, moi, je suis parmi les gens qui disent que le président Macky Sall a fait d'excellentes réalisations
sur le bilan matériel, personne ne peut le pointer du doigt. Mais le problème, c'est le bilan social et le bilan humain. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un Sénégal divisé. Un Sénégal où, aujourd'hui, ce que la plupart des politiques mettent en exergue, c'est l'ethnicisme, c'est le régionalisme, c'est le populisme. On n'est plus aujourd'hui au Sénégal où on met en valeur les valeurs fondamentales, les vertus de nos grands-pères, de nos ancêtres, pour aujourd'hui prospérer dans un système occidental qui nous met dans un autre registre. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Et de quels moyens disposez-vous pour remettre de l'ordre à ce sujet? On dispose de tous les moyens dans la mesure où il y a la volonté. La volonté, elle est indispensable. Le président Idrissa Seck... Pour amener par exemple l'autorité. Le président Idrissa Seck se veut clair à travers son programme axé dans 3 points. Le premier point, ce sont les institutions et les territoires. Comment? Et qui parle d'institutions et de territoires, ça veut déjà restaurer l'autorité de l'État, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Par exemple, pour ce qui est donc de l'Assemblée nationale, nous n'allons plus avoir cette Assemblée nationale qui passe tout son temps à se chamailler. Il va falloir que nous puissions avoir des représentants du peuple qui soient à la hauteur. Est-ce que vous allez changer au niveau de la représentation? On en fera beaucoup. Je ne veux pas tout de suite venir parce que on n'a pas encore débuté. On n'a pas encore débuté la campagne. On est à moins de 2 semaines de la présidentielle. Oui, on est moins 8 heures du début de la campagne. Mais c'est sûr et certain que je reviendrai ici pour aller de plus en profondeur. Mais retenez très bien qu'il s'agit d'abord des institutions et des territoires. Et qui parle d'institutions, parle de respect des institutions, parle de refondation de l'État, parle de restauration de la République, mais parle aussi de civisme. Et là, j'en serai. Ensuite, le deuxième point, c'est l'économie. Aujourd'hui, oui, nous avons une économie titubante, une économie qui va à pas feutrer. Parfois, tantôt, ça hausse de pétrole dans quelques mois. Tantôt, bon, on sait, je ne veux pas trop parler du pétrole et du gaz, parce que vous savez, à chaque fois qu'on parle du pétrole et du gaz, on a des problèmes. Quel problème? À chaque fois qu'on parle du pétrole et du gaz, regardez, à chaque fois qu'on fait des projections concernant donc les dates d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, à chaque fois c'est reporté. Et la dernière qui en date en est par exemple l'exploitation de notre bateau, le FPSO, qui est parti ensuite, je sais pas, il pourrait revenir encore 3 mois plus tard. Et là, c'est malheureux pour le président. C'est malheureux pour le président Macky Sall. Le PSO. Et ce sera, j'y viens, le PSO n'était pas parti, il n'était pas arrivé. J'y viens, monsieur le ministre. Mais il était en route pour venir. Ensuite, on l'a ramené pour faire maintenant il est là. Alors, ce qui est malheureux, est que le président Macky Sall et son successeur, ou bien son choix, n'auront pas la chance de voir l'exploitation du pétrole. Mais le président Idrissa Seck, oui, Inch'Allah, en 2024. Parce que maintenant, un régime finissant, c'est finissant. Et là, les Sénégalais ont tourné la page du président Macky Sall. C'est fini. Et là, je m'en ensemble très rapidement, le président de la République, tout cela, avec le recul, comment on peut comprendre aujourd'hui cette situation où se trouve Macky Sall, un homme apparemment seul qui prend des décisions que les gens ne comprennent pas trop? Comment vous le comprenez? Non, moi je pense que la fonction du président de la République par rapport à certaines décisions... Surtout en cette fin de mandat. Nous avions parlé tout à l'heure de pourquoi il n'a pas tout de suite dit le choix du candidat. Je vous ai dit, le choc des ambitions, les personnalités qui sont autour de lui et qui étaient dans le gouvernement, posent à l'évidence que tout choix est un choix douloureux de ce point de vue-là et suscite au niveau de celui ou de ceux qui sont touchés d'une manière ou d'une autre des réactions. Vous avez vu des gens qui étaient élevés à un niveau supra, au niveau d'institutions ou de posture de la République, et quand ils sont sortis, ce qu'ils sont devenus par la suite. Expliquez-nous. Non, je ne peux rien expliquer d'autre que vous donner des images. Non, je veux dire, il y a des compagnons qui l'ont quitté alors qu'ils étaient élevés à un niveau. Ils ont le droit, non? Mais parfaitement. Il a le droit lui aussi de choisir ses compagnons, non? Donc où est le problème? Non, je veux dire simplement que peut-être que dans l'exercice du pouvoir, il y a des moments où c'est la décision de la personne, surtout du chef de l'État, qui prévaut sur d'autres décisions peut-être collectives. Il y a le fait que nous avons
des institutions de la République qui méritent d'être revues pour que l'on ait des présidents de la République plus à même d'être dans du collégial. Ça, c'est une réflexion que nous, à gauche, nous avons... Moins de présidentialisme. Voilà. Mais ça, c'est une réflexion que nous avons en tirant les leçons de l'expérience, en nous fondant sur les conclusions des assises nationales auxquelles nous avions participé, pour fonder, n'est-ce pas, un système qui nous permette de corriger beaucoup d'imperfections. Macky a dévié parce qu'il a été non. un président très fort, c'est ça? Non, c'est pas la question. Mon co-débatteur parlait tout à l'heure d'affaissement de l'État. Je voulais lui de l'autorité de l'État. De l'autorité en quoi? Je n'ai pas compris parce qu'il a dit, son exemple, c'est parce que son illustration, c'est il y a un nouveau gouvernement. Il a limogé, sanctionné des gens. J'avais tout à l'heure dit ma compréhension de cette question. Quelqu'un d'autre peut avoir une autre compréhension. Vous n'avez jamais vu dans une république un gouvernement éternel qui ne change pas. Le gouvernement change en fonction des situations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des situations, l'équipe peut changer. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. L'équipe peut changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Je dis, on change l'équipe pour se réadapter. Parce que la situation n'est pas une situation statique, c'est une situation dynamique. Tout à fait. Et dans ce dynamisme apparaissent des éléments nouveaux que vous ne maîtrisez pas, que moi je ne maîtrise pas, mais le chef qui est au-dessus de tout cela, qui coordonne, peut avoir des éléments qui lui permettent de dire, M. Diop doit quitter cette stature pour aller dans une autre posture, M. Samb doit quitter cette fonction pour aller dans une autre fonction, ou être libéré même de toute fonction, etc. etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Gérer un pays, c'est être dans l'art, la création artistique. Ça signifie qu'il faut avoir de la créativité et de l'adaptabilité permettant de pouvoir positionner. Donc moi je ne vois pas un affaissement de l'État. De l'autorité de l'État. Oui, quelle que soit la... Non, de l'autorité de l'État. Je vous rejoins. Oui. Parce que l'affaissement de l'État et de l'autorité de l'État, ça fait deux. Non, je veux dire, ça n'a aucune répercussion aucune incidence sur ce que je veux dire. L'affaissement de l'autorité, il faut encore peut-être argumenter pour trouver des soubassements qui nous permettent de vérifier cela. Alors donc, Elhadj Momar Samb, si vous voulez bien, on va évoquer la question liée aux candidats qui se disent spoliés, qui promettent en tout cas d'aller attaquer le décret fixant la date de la présidentielle au 24 mars 2024, Karim Wade et compagnie, ce après que le Conseil et la présidence de la République se sont accordés sur la date. Alors une réaction sur le processus. Est-ce qu'il y a encore risque que le processus électoral connaisse encore des problèmes? Je ne pense pas personnellement, mais n'étant pas, disons, foncièrement dans ces techniques juridictionnelles, je laisse aux juridictions le soin de traiter la question. Mais ce que je peux dire, c'est que quand le Conseil constitutionnel, en matière d'élection, décide, il n'y a plus de recours possible. On a vu le président de la République, en tout cas, prendre une décision dans le sens de dire non au Conseil constitutionnel. En tout cas, le 3 février, on a vu ce décret qu'il a abrogé. Je dis. Pour reporter l'élection. Je dis. Ouais. Quand le président a le pouvoir d'émettre un décret, il a le pouvoir de l'abroger. Mais le Conseil constitutionnel, c'est lui, en matière électorale, le président de la République, qui décide en dernier ressort. Avec le recul, Macky s'est trompé? Je ne sais pas s'il s'est trompé ou pas. Peu importe. Ce qui est ici à dire, c'est que le Conseil constitutionnel, c'est lui qui décide en dernier ressort. Et quand il décide, il n'y a pas de recours possible. Donc vous êtes pour la poursuite du processus? Très clairement. Nous l'avons dit depuis. Je veux dire, quand Macky a pris son décret, abrogeant l'autre décret, quand le Conseil l'a étudié, il a dit non. Il l'a arrêté. Le président a dit, je m'accorde. D'accord? Quand, par rapport à la date et aux autres issues du dialogue, le Conseil a dit arrêtez, il a arrêté. Donc, je pense que nous avons là quelque chose. Pour moi, notre pays est magnifique.
magnifique dans ce qu'il, quand les gens disent nous sommes au bord de la rupture, au chaos, etc. Très rapidement, qu'est-ce qu'il faut améliorer là? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'on ne soit plus un ressort de la République. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer concrètement pour qui permettent d'arrêter. Moi, je pense que de ce point de vue, mais chaque institution doit jouer son rôle et continuer de jouer son rôle. Et qu'il y ait le fonctionnement de ce mécanisme-là qui arrête l'une ou l'autre institution. L'institution qui est le président de la République a été arrêtée par l'institution qui est le Conseil constitutionnel. L'institution qui est le judiciaire, le législatif a été arrêté par le Conseil constitutionnel. Donc, moi, je pense que c'est excellent comme système qui permet de réguler et qui nous évite de tomber dans l'aventure des coups d'État, l'aventure des coups d'État soit militaires, soit constitutionnels, et qui nous permettent d'éviter tout ce que l'on connaît dans la sous-région d'instabilité politique et bien entendu de guerre. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Alors, une question peut-être pour vous, la gauche sénégalaise, la Confédération pour la démocratie et le socialisme, la CDS, qui regroupe le PIT, la LD, RTS, votre parti. Vous allez continuer l'aventure avec Benno, c'est ça? Nous sommes toujours dans Benno et nous avons un parcours pour la présidentielle. Nous allons à la présidentielle ensemble. Pour nous, notre camp est un camp de préservation de la République qui a été menacé par une insurrection. L'autre parlait de populisme. Mais ce populisme est un danger, pas seulement dans notre pays, mais dans tous les pays, parce que la crise, partout, c'est la crise du capitalisme qui en est là, et crée des monstres. On l'a vu en Europe, on l'a vu en Amérique, on l'a vu au Brésil. Retour, apparemment. Actuellement, on l'a vu, on le voit en Argentine. C'est clivant et ça crée justement ces haines-là et ça fait renaître ces sentiments d'appartenance ethnique, d'appartenance régionale, et ça fait craindre quoi? Nous sommes dans une situation où il faut craindre pour notre République. Et c'est ça l'enjeu de ces élections-là. Nous sommes dans le camp de la défense de la paix, de la stabilité, de la République. Et nous pensons que le Rewmi est de ce camp-là. Nous pensons que d'autres forces sont de ce camp-là, qui doivent renforcer pour comprendre l'enjeu aujourd'hui. Parce que ça soit Idriss Seck, que ça soit Amadou Ba ou un autre, si notre pays n'est pas préservé par rapport à sa paix, stabilité, aucun programme ne pourra être déroulé. Aucun. Idriss Seck va le faire. Je dis, vous n'entendez pas, ce que je dis. Oui, très rapidement. Vous ne m'entendez pas. Vous m'écoutez, mais vous n'entendez pas. Je dis, Idriss Seck, ce sera Idriss Seck, Inch'Allah. Je dis, il va tout rétablir. Je dis, quel que soit, si on ne préserve pas la paix et la stabilité, aucun programme ne sera déroulé. Vous allez. Et les pays qui nous entourent nous en donnent, mais comment dirais-je, la preuve éclatante. Il faut faire attention. Parce que nous avons vécu dans ce pays des moments de subversion. Et c'était porté par la terreur dans les réseaux sociaux. Ils ont été terrorisés, pas seulement terrorisés psychologiquement, mais ils ont verbalement, mais terrorisés même physiquement. Ils ont été attaqués, ici. Incendiés. L'université a été incendiée. Des bus ont été incendiés. Mais on a vu la loi d'amnistie que vous avez prise après. Je pense que tout cela mérite d'être regardé. Et la loi d'amnistie que vous avez prise pour effacer tout ça. Dans un rapport où nous avons besoin de paix et de stabilité. D'accord, très rapide. Nous avons besoin de préserver la République et notre modèle de démocratie. Notre modèle du vivre ensemble. Dernière question, Elhadji Momar Samb. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, si votre candidat ne passe pas, à soutenir Rewmi, si Rewmi on verra. au deuxième tour? On verra. Ils vont le faire. Je veux dire, ils vont nous soutenir. Mais il faut poser la question à l'inverse. Il faut poser la question à l'inverse. Parce qu'il ne faut pas être unilatéral. Il faut voir tous les côtés. Et en politique, tout est... Voilà. 30 secondes pour une petite réaction. Donc je pense moi, je veux dire une chose. Les Sénégalais ont vécu la reddition des comptes avec le gouvernement d'Abdoul Mbaye. On a vécu aussi le gouvernement du Fast Track avec Aminata Touré. On a vécu aussi les grands chantiers avec Boun Abdallah Dionne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les adieux de Macky Sall avec le gouvernement de Sidiki Kaba,
Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? C'est fini, c'est un régime finissant. Alors Macky Sall va partir en paix, mais aussi en grand homme. Et on le souhaite vraiment parce qu'il a beaucoup fait pour ce pays, il a beaucoup fait pour le Sénégal, il mérite tous les hommages nationaux, mais aussi dites-vous bien que le plus grand souhait pour le Sénégal, c'est à ce qu'il y ait un homme qui soit à la hauteur. Et l'homme qui est à la hauteur, c'est le président Idrissa Seck, Inch'Allah. Mais merci, on a fini. Sans quand même avoir un clin d'œil, un remerciement pour toute l'équipe qui m'a accompagné durant ces mois dans mon cabinet. Je les remercie très